Bonjour et bienvenue à tous dans cette édition d'Alter Ego, l'émission qui donne la parole aux femmes leaders et aux hommes alliés. Vous découvrirez comment, pour faire face à de nombreux défis du XXIe siècle, de nouvelles formes de leadership féminin sont en train d'émerger avec des stratégies d'alliance puissantes. Nous n'avons pas encore assez de représentation de ce leadership réinventé et surtout de la manière dont il s'exprime et se met en œuvre au sein des entreprises, des communautés et des réseaux. Tous les mois, avec Alter Ego, nous souhaitons vous faire découvrir leur vision du leadership, mettre en lumière leur parcours, ceux qui les guident, ceux qui les inspirent, ceux qui leur tient à cœur, qu'ils soient politiques, chefs d'entreprise, sportifs, entrepreneurs, artistes ou scientifiques. Et aujourd'hui, nous recevons Christelle Dicot. Bonjour Christelle, bienvenue. Bonjour Léocadie, merci beaucoup pour cette invitation, c'est un réel plaisir d'être là. C'est un plaisir partagé. Alors Christelle, grâce à vous aujourd'hui, nous allons plonger dans l'univers d'une pionnière. Parce qu'en fait, depuis 2000 ans, vous avez investi le secteur de l'optique en Afrique en devenant la première femme opticienne en lunetterie médicale du Togo, en étant aujourd'hui à la tête de 4 entreprises, Cristal Optique à Lomé, à Cotonou. Et puis vous avez été à l'initiative du lancement de la première franchise française Optical Discount en 2016. Vous avez également diversifié vos activités depuis 2019, vous êtes à la tête de Dagan Magazine. Alors avant de revenir justement sur ce parcours exceptionnel de serial entrepreneur, surtout qui a propulsé votre lunetterie Cristal Optique au rang de créateur de tendance et aux accents précurseurs, je vous propose d'effectuer un saut dans le temps, à la rencontre de cette jeune Christelle pour comprendre ce qui a forgé votre identité, vos valeurs et le leader que vous êtes aujourd'hui. Alors, quel genre d'enfant est-ce que vous étiez et puis quels étaient vos rêves? Alors, j'étais une enfant très timide. J'étais très timide. Travailleuse, rigoureuse, mais très timide. Et c'est vrai que très jeune, je voulais devenir pédiatre. Oui, je voulais devenir pédiatre parce que j'adore les enfants. Et mon rêve était de faire donc des études de médecine pour devenir pédiatre. Alors j'étais déjà très focus sur mon objectif. Alors j'ai mon bac à 17 ans. Je rentre en fac de médecine en Côte d'Ivoire. Et là, malheureusement, c'est l'année où il y a quelques troubles politiques. Et il y a une année blanche, on ferme l'université. Je décide alors de chercher un boulot d'étudiante. Et je me retrouve comme ça par hasard dans une lunetterie médicale. Et là, je dis, je veux être opticienne. Je change de carrière subitement. Je m'inscris à l'école d'optique. Et voilà, je deviens Christelle Dicot, opticienne. Alors vous êtes ivoiro-togolaise, mais vous avez passé votre enfance où exactement? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire. Toute cette enfance dont je vous parle, mes études primaires et secondaires, se sont déroulées en Côte d'Ivoire, au lycée français d'Abidjan. Et ensuite, mes études à l'école d'optique à Bure-sur-Yvette, en France. Voilà. C'est là qu'on va démarrer le célèbre parcours qui nous emmène à ce jour. Alors, comment vous le construisez et quelles sont ses particularités? Vous vous formez en France, et vous décidez de partir à 24 ans et à 27 ans, vous êtes au Togo. Tout à fait. Alors, je termine mes études, je travaille un peu en France, dans une lunetterie médicale à Lyon. Et puis, au bout d'un moment, j'ai envie de rentrer chez moi. Alors je rentre en Côte d'Ivoire et je commence à travailler dans une lunetterie médicale à Abidjan. Et je suis parachutée au Togo par alliance, on va dire. J'arrive au Togo, je suis opticienne, personne ne veut m'embaucher. Parce qu'on se dit, elle coûte trop cher, elle est trop compétente, ça ne va pas le faire. Alors je fais comme ça mes petites expériences en milieu médical. Et puis mon mari me donne l'opportunité d'ouvrir un magasin d'optique. Et j'ouvre Cristal Optique le 15 juin 2001. Comment vous faites? Vous ne parlez pas la langue Mina, c'est une langue vernaculaire. Vous êtes quand même une femme installée dans un milieu d'hommes, avec des codes qui ne sont pas forcément les vôtres. Comment vous arrivez justement à vous imposer? Mais ce sont mes défis. Je les ai pris comme des défis. Je me suis dit, voilà, j'arrive. Effectivement, je ne parle pas la langue. Bien qu'étant d'une mère togolaise, je n'ai pas appris la langue vivant dans un milieu ivoirien où il n'y a pas de langue nationale. Donc, du coup, j'arrive, je ne comprends pas très bien. Mais mon petit passage dans le milieu médical m'a appris à connaître un peu la culture togolaise. Donc, je sais un peu comment ça marche. C'est un peuple très accueillant. C'est aussi mon peuple, puisque ma mère est de là-bas. Et je les découvre et ils m'adoptent tout de suite. Ça m'a vraiment facilité mon intégration au Togo parce que par le passé, j'y venais uniquement pendant les vacances. Ah oui. Alors du coup, j'arrive et j'ouvre cette lunetterie médicale-là et voilà mes défis. Voilà, je ne parle pas très bien la langue.
je suis une femme et je suis jeune. Et là c'est dur parce que sur place, si on veut parler du marché existant, il y a 4 lunetteries. Et ces 4 lunetteries ne sont tenues que par des hommes, et pas des moindres, puisqu'ils sont là depuis des années. Ils ont un système de fonctionnement bien particulier. Moi, j'arrive et je dis, voilà, moi je suis opticienne et tout. Et les partenaires que moi j'appelle les ophtalmologues se disent, mais c'est qui cette jeune fille? Et je leur dis, faites-moi confiance. L'aventure va se poursuivre. Vous allez vivre à titre personnel une incursion dans ce milieu. Alors, vous avez parlé de ces 4 opticiens déjà installés, hein, donc c'est un peu la baronnie déjà existante. Il y a une ascension progressive qui se fait dans le secteur de l'optique. Quels sont les premiers challenges que vous avez été amenés à relever pour exister finalement sur le marché? Je pense que c'était de briser les codes. Donc j'arrive, on me dit, voilà, au Togo, voilà ce que les Togolais portent. Point à la ligne. Moi, ce sont des lunettes que je n'ai pas vues depuis quelques années quand même. Alors, moi, je décide de faire les salons. Un bon professionnel ne peut qu'évoluer en suivant les tendances de son métier. Alors, du coup, en faisant les salons, je me rends compte que, ben non, les lunettes dorées sont passées de mode. Et j'ose changer les codes. J'ose ramener des choses différentes. Et là, je change les données du marché, je prends le risque, ça c'est vrai, je prends un risque, et ben non, le public, mes clients sont conquis, et je dirais qu'ils se disent après du coup, ben pourquoi pas? Et là je change la donne, voilà, je change la donne, je communique sur le métier, j'en parle, j'informe mes partenaires, les ophtalmologues, des nouveautés, de ce qui existe, et ce que je fais, je pense, de majeur, pour imposer un symbole qualité, je choisis de travailler avec le numéro 1 mondial en fabrication de verres médicaux qu'il est jusqu'alors, Essilor. Et là, je dis, j'ai un partenaire, c'est Essilor, moi j'apporte un symbole qualité. Donc aujourd'hui, si vous voulez des lunettes de qualité, des verres de qualité, du coup, ben, il faut aller à Cristal Optique. Donc, la qualité mise en avant, on sent déjà un petit peu l'influence positive du leader sur un marché, parce que là, c'est créer une tendance, c'est amener finalement des particuliers à remettre en question des codes standards culturels pour aller vers quelque chose finalement d'inconnu. Tout à fait. Et alors là, quelle est la part contributive justement des hommes qui vous ont accompagné dans cette démarche-là? Je dirais qu'ils ont cru en moi. Je dirais qu'ils ont cru en moi. C'est vrai qu'ils m'ont un peu testé. Ouais. Au départ, ils m'ont un peu testé en se disant mais de quoi elle parle et tout ça. Et c'est pour ça que je dis que Essilor à ce moment-là était un peu mon arme de combat quelque part. Parce que tout le monde connaît Essilor et ils ont dit si Essilor lui a fait confiance, c'est que quelque part, elle fait quelque chose de bien. Et ces hommes-là ont appris. C'est ça qui a été difficile. Vous savez, je vais vous raconter une anecdote. Un jour, je suis en magasin et puis il y a un monsieur qui rentre. À l'époque, nous n'étions que 3. Il y avait moi, un assistant opticien et puis quelqu'un qui faisait les courses. Il rentre, il me dit, je veux voir le patron. Et je lui dis, c'est moi le patron. Il me dit, non, le vrai patron. Je dis, ben, c'est moi. Il dit, non, celui à qui appartient le magasin. Je dis, il est sorti. Ok, dites-lui que monsieur Temps est passé. Alors je sors de là, je me dis, bon, je suis trop jeune, il y a un truc qui ne va pas, qu'est-ce qui se passe? Et des anecdotes comme ça, j'en ai eu plein au début de ma carrière parce que, ben non, c'était pas possible. J'avais changé même la donne de l'achalandage d'un magasin. J'avais un grand magasin, j'avais osé prendre un grand magasin, j'avais pas mal de montures à proposer. Le magasin était lumineux, il était clair, il était en plein cœur du marché à l'époque. Et ben non, ça ne pouvait qu'appartenir à un homme. Voilà. Eh oui, et ben justement, donc ça forcément, vous imposez une tendance, vous changez les codes. Ouais. Et ben, comment vous vivez ça à titre personnel, cette ascension? Parce que c'est une ascension progressive, basée sur la qualité, basée sur la confiance, basée aussi sur le renouveau, l'innovation. Qu'est-ce que ça a comme impact au niveau familial, au niveau relationnel? Déjà, ça demande beaucoup de travail. Je vous avoue que pendant plusieurs années, ça a été des années de sacrifice. Quand je vous dis tout ce que je fais et que j'ai voulu faire et que je vous dis qu'on n'était que 3 en magasin à l'époque, c'est pour vous dire
que je faisais beaucoup de choses moi-même au départ, beaucoup. Et c'est vrai que je m'investissais énormément, ça demande énormément de travail. À ce moment-là, il faut tomber sur un conjoint qui comprend, il faut avoir ses enfants sous le bras par moment quand on va au bureau, le berceau à côté, la nounou pas loin, etc. Donc c'est vrai que ça peut être un grand chamboulement dans la vie personnelle, mais je pense que le professionnalisme prend le dessus parce qu'on a toujours le souci de bien faire, on a toujours le souci de relever tous les challenges au quotidien. Et ça, j'ai géré, on va dire comme ça. J'ai géré. Alors, après ce chemin, 20 ans plus tard, vous êtes aujourd'hui la référence en lunetterie médicale au Togo, au Bénin. Vous avez contribué justement à l'implantation de la franchise Optical Discount qui va bientôt être rachetée par Afflelou. C'est quand même un parcours exceptionnel dans un environnement dans lequel vous n'êtes pas attendu. Exactement. Dans lequel vous créez la tendance, et puis dans lequel finalement vous commencez à influencer progressivement toutes les personnes qui vont se dire « mais les lunettes, c'est un accessoire ». Alors est-ce que c'est un accessoire de mode ? Est-ce que c'est un accessoire de santé ? Comment est-ce que vous le définissez ? Moi, je dirais les deux. Je dirais que la lunette, et c'est vrai, un outil médical, c'est un équipement médical qui sert à corriger la vue. Mais moi, j'en ai fait un accessoire de mode. Et ça fait un bon moment que les grands lunetiers en ont fait un accessoire de mode. Et moi, j'ai suivi cette tendance-là, en fait. Et c'est vrai que ça m'a demandé beaucoup de challenges, beaucoup de travail, mais j'ai eu beaucoup d'opportunités. J'ai eu, à chaque fois quand on parle de la création d'Optical Discount, par exemple, ça a été une opportunité. Ils ont senti que sur le Togo, il y avait quelqu'un qui bougeait, qui faisait changer un peu les codes. J'étais présente sur tous les salons. Je vous dirais 20 ans d'expérience, 20 salons. J'étais sur les salons tout le temps à essayer de voir qu'est-ce qui avait changé. Et quand on me disait c'est pas pour le Togo, je disais mais pourquoi pas ? Parce que ma vision était de dire je ne voudrais pas qu'on soit obligé d'aller acheter des lunettes à l'étranger alors qu'il y a des opticiens au Togo. Alors ça, effectivement, ça vous fait remarquer sur le secteur. Et puis, Optical Discount, ça a été une opportunité. On est venu me demander, est-ce que vous souhaitez accepter la franchise, vous souhaitez prendre la franchise, vous acceptez de prendre la franchise Optical Discount sur le Togo, nous sommes en train de nous ouvrir sur l'Afrique. Et on nous a dit qu'au Togo, on pouvait le faire avec vous. Ça fait chaud au cœur après 20 ans de service. Et c'est vrai que c'est souvent comme ça, des opportunités qui se sont présentées, comme l'ouverture de Cotonou. Pareil, donc c'était beaucoup de défis, mais beaucoup de défis au quotidien, en fait. Et l'accessoire de mode, oui, j'en ai fait un accessoire de mode parce que je trouve que c'est la lunette, voilà, c'est... Moi, je ne sais pas, je la vois belle. Pour moi, c'est le plus bel objet. C'est ce que je travaille au quotidien, donc... Et que disent les lunettes de nous ? Parce qu'il y a des formes différentes, il y a des couleurs différentes. Comment vous savez que c'est le bon modèle ? La lunette va avec le tempérament. Votre lunette va avec votre tempérament. Si vous êtes discrète, vous porterez une lunette discrète. Si vous avez envie d'oser, vous oserez avec votre paire de lunettes. C'est un peu un objet de communication. Des fois, je dis aux personnes qui viennent me voir en disant, je demande la profession parce que c'est très important pour moi. Alors je dis, mais qu'est-ce que vous faites quand on dit je suis dans la communication et qu'on me prend un truc complètement effacé ? Je dis, mais arrêtez, laissez votre image déjà dans le regard de la personne que vous aurez rencontrée. Laissez votre image. Et pour laisser votre image, portez quelque chose qui va lui taper dans l'œil. Je souhaiterais revoir le commercial à la monture rouge, mais pas celui qui avait la veste claire. Voilà. Et donc, pour moi, j'étudie un peu la personnalité, je regarde un peu la profession, et puis après, je pousse un peu. Je pousse parce que des fois, je fais ressortir un peu le petit côté caché à travers la lunette. Et pour moi, la lunette parle énormément. C'est un accessoire de mode, mais c'est également un gros vecteur de communication. Passionné. Totalement. Alors, c'est intéressant parce que finalement, ce qu'on aurait pu considérer comme étant un accessoire est révélateur de personnalité, révélateur aussi de tout un art, parce que vous travaillez alors avec des publics différents pour arriver à choisir ces montures, pour être vraiment avant-gardiste. Alors, qui sont ces personnes, peut-être de l'ombre, mais qu'on porte sur nos visages allègrement ? Alors, je travaille déjà avec beaucoup de fournisseurs européens. Ma clientèle est très diversifiée. Honnêtement, je travaille avec tout le monde. Beaucoup se sont dit au départ, Cristal Optique, c'est réservé à une certaine catégorie de personnes, parce que voilà, elle fait des créateurs, elle fait du luxe, elle fait de... Ben non, j'ai aussi des promotions, j'ai aussi des lunettes
lunettes. Parce que du coup, j'ai compris par la suite que c'était un peu comme j'ai acheté mes lunettes à Cristal Optique. C'est vrai que j'ai peut-être pas grand-chose, mais moi, je les ai achetées à Cristal Optique. Alors, nous avons quand même des services d'accompagnement de mutuelles qui permettent justement aux fonctionnaires, par exemple, aux personnes qui sont forcément pas tout le temps très aisées, d'acheter des lunettes chez moi. Et ça me fait plaisir. Alors, mes personnes de l'ombre, ce sont mes clients. Voilà. Et ce sont eux qui définissent un peu aussi les collections. Tout à fait. Voilà, c'est quand je les regarde que je leur dis, mais tiens, cette personne, si j'avais eu cette collection, j'aurais pu lui proposer ça, etc. Donc voilà, toutes ces personnes qui m'entourent, mes équipes, mes clients, même mes partenaires qui me disent parfois, mes fournisseurs qui me disent, Christelle, allez, vas-y, ose, prends ça. Voilà, ce sont toutes ces personnes-là qui font Cristal Optique. Une grande famille, un grand réseau qui avance et puis à qui on souhaite vraiment encore plein d'années de succès forcément. Merci. Alors on va recommander d'aller du coup à Lomé pour aller chercher des montures. Mais moi j'ai des clients de toute la sous-région finalement. Ce sera l'occasion aussi de découvrir le pays et puis d'avoir finalement une monture à l'image de sa personnalité. Avec plaisir. On a exploré ce côté optique, ce côté lunetterie. On va changer de décor parce que bien sûr, derrière cette personnalité des serial killers, il y a un autre environnement qui est celui de la publication. Vous êtes directrice de publication de Dagan Magazine. Alors c'est un bimestriel féminin qui est quand même unique en son genre parce qu'il met en valeur la femme togolaise, ce qu'on appelle la Dagan. Vous allez nous dire ce que c'est Dagan. Et vous donnez l'opportunité de partager à des femmes d'un âge certain ou d'un certain âge leur parcours avec la nouvelle génération dans des interviews exclusives. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus? Qu'est-ce qui vous a donné envie de créer Dagan? Oui. Donc, qu'est-ce qui m'a donné envie de créer Dagan? Je vous ai dit qu'en fait, j'ai fait toutes mes classes en Côte d'Ivoire. Ma mère est togolaise et je venais au Togo uniquement pour les vacances et après, je m'y suis installée. Et je vous avoue que la femme togolaise est une femme que j'admire. Je l'ai toujours admirée, cette dame. Ces femmes, elles sont douces, elles sont discrètes, très travailleuses et très humbles par moi. De toute façon, je le dis parce que c'est des messages que je retrouve chez chacune d'entre elles. Alors, Dagan, ça veut dire grande sœur, dans la langue évé du Togo, qui est une des langues du Sud et qui est la plus couramment parlée. Hein. Et donc, Dagan veut dire grande sœur, veut dire femme de sagesse, femme qui a de l'expérience, une femme posée. Quand on a un souci, on va avoir une Dagan. Alors, ces Dagans-là, que moi j'appelle mes grandes sœurs, ont fait des choses extraordinaires. Elles sont pas tout le temps nées avec une cuillère en or dans la bouche, mais elles ont travaillé. Et elles ont beaucoup de choses à dire, beaucoup de choses avec beaucoup d'émotions. Alors moi, je me suis dit un jour, en les regardant, je me suis dit, elles sont tellement belles ces femmes, mais qui va venir les chercher en fait? Qui va les honorer en fait? Qui va un jour venir les voir pour leur dire « vous avez fait quelque chose d'exceptionnel » Qui sait? Alors moi, je me suis dit, j'ai envie de les mettre à l'honneur, ces femmes-là. J'ai envie de leur faire plaisir. J'ai envie de leur dire « vous avez travaillé, vous avez fait plein de choses. » Mais avant tout, on vous voyait quand vous faisiez tout ça. On vous regardait et on sait ce que vous avez fait. Et aujourd'hui, on a envie que tout le monde le sache. Ne partez pas sans rien nous dire. On a envie que tout le monde le sache. On a envie que vous édifiez les jeunes filles. Parce que le monde d'aujourd'hui, malheureusement, axe un peu trop les choses sur la facilité et sur le gain rapide. Mais vous avez pris du temps, vous avez construit parfois des empires. Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ça? Et voilà, j'ai choisi de le dire dans un magazine. J'ai choisi de faire de ces femmes des icônes en disant, je vais faire un magazine féminin. Mais la particularité de ce magazine, ça va être quoi? Ce sera la Dagan en couverture. Je ne vais pas chercher la jolie pimbèche avec le beau mannequin, on va dire, pour faire vendre. Ouais. Je vais vendre ces femmes-là et je vais les rendre belles. Je vais leur dire que vous êtes capable d'être en couverture d'un magazine, comme on voyait à l'époque Elle et tout ça, voilà, Brune aujourd'hui, qui ont des couvertures magnifiques. Je dirais que moi aussi, les couvertures de Dagan sont magnifiques parce que mes Dagans sont belles. Voilà. Alors, elles sont belles, de belles âmes, de beaux parcours. Il y a quand même ce qui s'inscrit aussi, c'est un devoir de mémoire, de transmission, voilà, tout à fait. Un peu comme un passage de flambeau à ces générations de jeunes femmes. C'est aussi une manière d'honorer les traditions africaines, orales. Oui, de dire que nos grandes sœurs ont encore des choses à nous dire et que nous, les Davi, qui sont les jeunes sœurs,
avons besoin d'entendre ces histoires-là, de les garder, ces histoires-là, et de s'en inspirer, en fait, parce qu'elles ont beaucoup de choses à dire. Et c'est vrai que c'est intéressant de les partager avec la jeune génération. Alors c'est vrai que là vous êtes allé chercher ces femmes, alors je disais d'un certain âge, parce qu'il y a la maturité, il y a le recul, il y a les accidents de vie qui viennent marquer, casser des parcours, mais aussi les élever. Dans votre propre parcours, est-ce qu'il y a eu des moments où vous vous êtes dit oh, ça c'est un profond regret, ou alors c'est un échec monumental de mon point de vue, et c'est là où vous êtes allé rechercher finalement l'essence pour pouvoir vous relever, pour pouvoir faire autrement. Parlez-nous un petit peu de ces épisodes. Alors, de gros échecs qui m'ont poussé à revenir en arrière, à repenser mes positions, honnêtement, Léocadie, je n'en ai pas. Parce que je réfléchis beaucoup avant de prendre une décision. Et je ne me suis pas vraiment diversifiée. Je suis restée dans mon secteur d'activité. Valeur sûre. Je sais de quoi je parle. Alors, je peux dire que mes échecs, ce sont des petites situations inconfortantes au quotidien. Voilà, vous êtes opticien, vous faites un travail, il y a des clients mécontents, il y a parfois des couacs techniques, il y a parfois des relations partenaires qui sont peut-être un peu difficiles. Voilà, mais pour moi, ça, ce ne sont pas des échecs puisqu'ils sont constructifs. D'accord ? Mais je dirais qu'échec profond, non, parce que je n'ai pas osé dans un domaine que je ne maîtrisais pas. Donc, lorsque je n'ai pas pris de risque à aller dans un endroit que je ne connais pas, je n'ai pas pris le risque de me fouler la cheville. Ce serait peut-être l'occasion justement de donner 3 conseils à ces téléspectateurs qui vous écoutent avec attention, qui découvrent votre parcours. Est-ce que vous auriez 3 conseils à leur donner voilà, en posture de leader, en posture d'entrepreneur, pour ceux qui ont envie de suivre votre voie? Je dirais après 20 ans d'expérience, honnêtement, que ce que je retiens du leadership, et ce que j'aimerais partager avec les leaders, c'est un principe qui se fonde sur 3 points. Je dirais, pour être un bon leader, former, fédérer et déléguer. Former pourquoi ? Vous recrutez du personnel, vous trouverez sûrement une personne que vous estimerez être une personne suffisamment compétente que vous pouvez former presque pour vous ressembler. Je pense que ça, il faut oser le faire. Il ne faut pas s'accrocher au pouvoir. Non, un bon patron, je pense que c'est celui qui sait former, c'est celui qui sait fédérer sa vision. Partagez votre vision, partagez, n'ayez pas peur. Dites ce que vous avez, donnez des conseils, dites ce que vous pensez, partagez votre vision. Voilà, j'aimerais aller là. Ne gardez pas secret ce que vous avez envie de faire de votre entreprise si vous avez réussi à avoir une équipe compétente. Et une fois que vous avez cette équipe compétente qui a totalement adhéré à votre vision, en 3e conseil, je vous dirais déléguer. Déléguer, lâcher du lest, donnez-leur la chance de faire leurs preuves, donnez-leur la chance de prendre des initiatives. Et à ce moment-là, je pense que lorsque vous serez assis chez vous, que vous aurez formé, vous aurez fédéré, vous aurez délégué, je pense que vous pourrez dormir tranquille et voir votre entreprise progresser et pourquoi pas passer à autre chose. Merci Christelle pour ces conseils. Alors, vous savez qu'on a un rituel dans l'émission. Vous savez, je vous ai parlé d'un objet, en tout cas quelque chose qui vous tient à cœur, que vous aimeriez partager justement avec nos téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit? Alors j'avais voulu vous l'apporter, mais comme vous savez que je viens de loin et qu'il est très lourd, je n'ai malheureusement pas pu l'avoir sur le plateau. Mais je vous dirais que c'est plus qu'un objet fétiche, c'est même une pensée fétiche. C'est je ne sais pas, une vision, c'est tout, c'est moi. Alors, ce que je regarde en permanence, ce que je m'imagine en permanence, un peu comme un objet fétiche, eh bien, c'est un animal. Et cet animal, c'est l'éléphant. Ouais. Voilà. Donc, si j'avais pu vous apporter l'éléphant qui me tient compagnie régulièrement au bureau, il est sur un socle en bois, il est en bronze, et je vous avoue que des fois, quand j'ai quelques contrariétés, ben, je lui caresse le dos et je lui tourne plus d'un peu, je m'amuse avec la trompe. Et oui, ça, je l'ai souvent à côté de moi, cet éléphant en bronze, sur socle en bois, qui, je sais pas, qui m'inspire. Voilà. Ça, je l'ai pas sur moi, je l'ai dans la tête, je l'ai dans le cœur. Et quand je suis au bureau et que c'est dur, je l'ai sous la main. Alors, qu'est-ce qu'il symbolise pour vous, cet éléphant?
L'éléphant, pour moi, c'est un animal, quand on le regarde, vous savez, il paraît presque inoffensif. On se dit, est-ce qu'il peut courir? Il est lourd. Il est gracieux par moments, il est un peu maladroit aussi par moments. Il n'est pas parfait, mais on aimerait bien aller le toucher, on aimerait bien. Et puis le jour où j'ai vu un éléphant courir ou attraper quelque chose avec sa trompe, et en tout cas le jour où j'ai vu la démonstration de force de l'éléphant, je me suis dit, ouais, c'est ça. En fait, je me retrouve un peu dans cet animal. C'est cette douceur, ce côté un peu inaccessible, mais qu'on a envie en même temps d'approcher. Et puis, quelque part, cette force intérieure qui fait déplacer des arbres et des montagnes. Quoi, voilà. Et je trouve que c'est un peu moi. Et quand je le caresse parfois, quand c'est dur, c'est une façon de me dire, donne-moi ton énergie. Alors, si cet éléphant-là, vous pouviez lui prêter votre voix, il a traversé beaucoup d'épisodes avec vous, qu'est-ce qu'il vous dirait aujourd'hui? On continue, on ne s'arrête pas. Alors, merci, chère Christelle, pour ce temps que vous avez partagé avec nous, un échange passionnant à cœur ouvert. Nous allons encourager nos téléspectateurs avec le signe des cieux à l'appui. Oui. Pour aller découvrir justement cette lunetterie, ce style, cette approche, et puis également Dagan. Alors peut-être que certains d'entre eux auront besoin d'ajuster leur vision pour mieux découvrir ces portraits. Nous, il ne nous reste qu'à vous encourager dans cette démarche parce qu'elle est innovante, elle est fédératrice. Elle entraîne un réseau, elle entraîne une dynamique autour de vous. On vous souhaite le succès, j'allais dire éléphantesque, puisque c'est votre animal fétiche. Merci beaucoup, c'est tout à fait ça. Merci pour la beaucoup, suite des événements. Merci beaucoup. En tout cas, pour ma part, je remercie les équipes du Pendo et le Café Noon pour son accueil chaleureux. Je vous retrouve le mois prochain en compagnie d'une femme leader et d'un homme allié. Et je vous souhaite une très très belle semaine. À bientôt.